Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 Société. Alors, addiction, coupure avec le réel, voire acte de violence, les jeux vidéo peuvent susciter bien des craintes. Et justement, faut-il en avoir peur? C'est la question que nous posons ce soir à nos invités. Geoffroy Gouillet-Toquet, bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien. Sébastien Aucoune, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, bonsoir. Bonsoir. Et Olivier Leprévost, bonsoir. Vous êtes addictologue au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Versailles. Ma première question, justement, est-ce qu'on peut parler d'addictologie quand on pense jeux vidéo? Parce que j'ai l'impression que quand on parle d'addictologie, on pense plutôt dépendance, mais à une substance physique. Mais... Il n'y a pas un consensus réel autour de la notion d'addiction aux jeux vidéo. Après, on peut parler d'addictologie si on s'intéresse justement à la question de savoir s'il y aurait une addiction ou pas. L'addictologie est un peu plus large que l'addiction, donc s'intéresse à ce qui peut se passer avant, pendant ou après. Donc effectivement, s'intéresser à une conduite addictive, c'est une conduite qui peut engendrer éventuellement des addictions. Vous êtes d'accord? Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut parler d'addiction sans substance aussi, de manière plus générale, mais... Bon, après, on va discuter après. Oui, tout à fait. Alors, selon une enquête TNS Sofres de mars 2013, près de 7 Français sur 10, c'est beaucoup, âgés de 6 à 65 ans jouent aux jeux vidéo. Les cibles les plus joueuses sont les hommes. Il y a 3 hommes en plateau ce soir avec moi. Et puis les catégories socio-professionnelles supérieures et les moins de 35 ans, tout particulièrement bien sûr les enfants dès l'âge de 6 ans et les adolescents. Alors, qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui fascine dans les jeux vidéo? C'est quoi? C'est d'avoir du pouvoir, d'être un super-héros? Bon, alors, moi, je crois que les jeux vidéo, comme toutes les activités numériques en général, en fait, nous confrontent en fait à un algorithme. Un algorithme, c'est-à-dire une sorte de programme avec des codes qui ont été formulés par des codeurs, des programmeurs. Et donc, quand on se retrouve face à un algorithme, on ne sait pas ce que ça va nous délivrer. On ne sait pas ce que ça va nous délivrer, et du coup, on est toujours... Mais ça va forcément nous délivrer quelque chose. Voilà, on en est sûr, mais par contre, on est toujours dans l'expectative, et donc on est dans un rythme de renouvellement comme ça, et on clique, ou on passe une commande, et ensuite quelque chose arrive, sans qu'on sache exactement quoi, et du coup, stupeur et tremblement un peu. Et puis, du coup, voilà, côté une espèce de dépendance qui fait qu'on y retourne en permanence. Oui. Sébastien Aucoune, vous êtes docteur en sciences d'éducation et vous êtes un super player parce que pour réaliser votre thèse, vous y êtes mis aux jeux vidéo. Et à votre avis, qu'est-ce qui fascine à ce point-là, 7 Français sur 10 qui jouent aux jeux? En fait, je dirais qu'il y a plusieurs manières d'aborder le jeu vidéo et qu'il y a chaque joueur peut chercher quelque chose de différent. Il y a la découverte dont Geoffroy vient de parler. Et après, au-delà de cette découverte, une fois qu'on a découvert tout ce qu'il y avait à découvrir, il peut aussi y avoir la recherche de la maîtrise, à savoir comprendre dans les moindres détails comment ça fonctionne et réussir à maîtriser cela pour atteindre un très haut niveau. Je ne dis pas que tous les joueurs le font, mais c'est possible de le faire. En fait, je pense que le jeu vidéo permet, dans sa globalité, avec les différents genres, différents types de jeux, permet à chaque joueur de trouver en fait ce qu'il recherche. Et donc, en fait, si on vise très large, on peut toucher un public très large. Mais chaque personne trouvera quelque chose de différent dedans. Quelque chose de différent. On parle souvent, comme je l'ai dit au préambule, des jeux vidéo comme pouvant provoquer des craintes, notamment chez les parents, dont les enfants jouent beaucoup. Est-ce que les parents ont raison de s'inquiéter et à quel moment il faut peut-être s'inquiéter ou pas? Olivier Leprévost. Juste pour rajouter une petite chose sur avant, je crois que les jeux vidéo sont aussi extrêmement bien faits, extrêmement attractifs, extrêmement séduisants, et c'est ce qui explique aussi que ça a été un tel succès, c'est-à-dire que c'est des objets assez ludiques qui fonctionnent bien. Au niveau du graphisme, vous voulez dire c'est joli? Voilà, au niveau du graphisme, au niveau de ce qui est proposé pour jouer, au niveau ludique, au niveau vidéoludique, donc c'est des objets bien faits, attractifs, séduisants. Et l'évolution a été fulgurante depuis le début, je crois que c'était les années 70, les premiers jeux vidéo avec les 2 petites barres et la souris. Sur le coup, vous n'avez pas pu connaître ça, vous êtes trop jeune. Les petites barres qui jouent avec la petite balle. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup évolué. Alors je reviens à ma question. Est-ce que à quel moment les parents, est-ce qu'il est bon de s'inquiéter ou pas quand son enfant joue assez longuement aux jeux vidéo le soir, refuse d'aller manger, traîne un peu oui, là, si vous allez directement là, évidemment, oui. Mais je crois que ça fait partie des tâches des parents de s'inquiéter à propos de leurs enfants d'une façon générale. C'est une partie de leur rôle d'être attentif
s'inquiéter de leur avenir, de s'inquiéter de leur bien-être. Donc ça fait partie des rôles des parents. Alors après, à quel moment, quand on parle de jeux vidéo, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Effectivement, il faut s'y intéresser, sachant que c'est des objets particulièrement séduisants, notamment pour les jeunes, ceux qui sont nés avec, ceux qui sont nés dedans, ceux qui sont nés après 1985, grosso modo, après l'avènement du numérique. Et donc, il y a des signes, ils ne sont pas tout à fait absolus, mais il y a des signes qui doivent attirer l'attention et donc ouvrir au début vers un échange, vers une communication pour le plus important. Quels sont ces signes? Alors je parle par exemple d'un ado qui traîne un peu les pieds pour aller dîner le soir parce qu'il n'a pas fini sa partie. Est-ce que c'est un début de signe? C'est un signe, mais c'est un signe où on peut intervenir, mais on n'est pas obligé d'intervenir de façon autoritaire ou radicale à partir de là. Mais c'est un signe que c'est pas si simple que ça d'arrêter. Donc on peut essayer de parler autour de ça, autour de ces questions-là. Les signes, c'est effectivement le temps passé avec le jeu, sur le jeu, mais pas uniquement, parce que on ne peut pas savoir à une heure près. Il y a un temps donné, c'est-à-dire si on joue 2 heures, ça va, si on joue 5 heures, ça devient plus compliqué. Pas forcément, c'est aussi le temps passé, mais est-ce que ce temps-là, il est pris au détriment d'autres activités aussi intéressantes et qui sont aussi épanouissantes dans la vie des êtres humains, des adolescents en particulier. Donc c'est ça qu'il faut évaluer aussi, c'est est-ce que le temps passé, s'il est important, est-ce qu'il l'est au détriment d'autres activités? Est-ce qu'il y a une tendance à se spécialiser, à faire plus que ça, à s'intéresser plus qu'à ça, à être vraiment captivé, pour ne pas dire captif, de cette activité-là. Geoffroy Ouido-Toquet, vous partagez aussi ce point de vue. C'est une fois qu'on sent l'enfant un peu se détacher peut-être du lien social qu'il faut s'inquiéter, ou il faut s'inquiéter déjà très avant? Oui, effectivement, les indicateurs, c'est le décrochage scolaire, l'isolement social. Bon, on voit bien qu'effectivement, si on se retrouve avec un enfant qui commence à être un petit peu en marge de sa vie d'enfant, bon, c'est tout naturel, voilà, d'avoir à s'inquiéter. Je suis désolé d'être un peu banal, mais c'est vrai ce que dit mon collègue, c'est une question un peu de bon sens, mais ça, les parents en général sont plutôt naturellement ont tendance à s'inquiéter assez d'eux-mêmes. On n'a pas besoin de spécialistes pour s'inquiéter. Mais du coup, au Centre de soins et d'accompagnement de prévention d'éthologie, Olivier Leprévost, qui vient vous consulter pour les jeux vidéo, pour une addiction potentielle aux jeux vidéo? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les jeunes? Je présume que non, ils ne vont pas décrocher leur téléphone jeunes, pour venir. D'une façon générale, les adolescents consultent assez rarement spontanément d'eux-mêmes. Leur demande est souvent relayée par leur entourage, leurs parents, bien souvent. Et donc l'inquiétude, elle commence chez les parents, évidemment, qui sont un petit peu en retrait, en observateur, un petit peu extérieur. Les jeunes, les enfants, les adolescents, même les jeunes adultes, ils jouent, ils aiment bien ça, ils sont contents de jouer, ils n'ont pas envie forcément d'arrêter, ils aimeraient bien jouer peut-être encore davantage. Bon, il leur faut composer avec d'autres exigences. Et donc, ceux qui viennent en premier, c'est des parents qui s'inquiètent justement, ils se posent la question de savoir est-ce que j'ai raison ou pas de m'inquiéter, est-ce qu'il faut que j'agisse différemment. L'autre motif de consultation, c'est quand la communication entre les parents et les enfants n'est plus possible, ou n'est pas possible, ou devient franchement conflictuelle autour de cette question-là, par exemple, ou autour d'autres questions. Donc là, souvent, le fait de venir consulter, c'est-à-dire parler à quelqu'un d'extérieur pour essayer d'y voir un peu plus clair, ça peut tout à fait aider à être rassuré dans son rôle de parent, à évoquer ensemble d'autres stratégies pour mieux communiquer. Des fois, les parents viennent seuls, des fois, ils viennent avec leurs enfants ou leurs enfants. Et ça peut être le moment de relancer un dialogue. Alors, évidemment, si le dialogue il n'a pas trop lieu dans l'enfance, c'est un peu compliqué de démarrer à l'adolescence. S'il n'a déjà pas lieu au départ, c'est pas mais s'il a déjà eu lieu dans l'enfance, ça peut assez facilement redémarrer. Justement, vous dites agir, mais comment agir alors quand un parent vient ou s'inquiète de la dépendance de son enfant vis-à-vis des jeux vidéo? Alors, est-ce qu'il faut utiliser la méthode un peu radicale, je débranche la prise de courant? Vous allez me dire que non. C'est quoi la bonne méthode? Ça dépend. Si on est vraiment excédé, on peut aussi en arriver là. Mais avant ça, on peut peut-être faire d'autres choses. On peut faire l'effort, par exemple, de s'intéresser au jeu pour comprendre ce qu'il y a de si passionnant pour son enfant là-dedans. Alors ça peut demander un effort parce que si on est justement un peu, comment on dit, digital immigrante, quand on est né avant le digital, c'est des objets qui nous paraissent un peu lointains, un peu étrangers. Donc s'intéresser à ce qui fascine. Qu'il explique, qu'il prenne du recul, c'est déjà beaucoup pour expliquer qu'est-ce qu'il y a de bien dans son jeu, en quoi ça consiste.
il y a des tas de jeux très différents dont l'objet, le fonctionnement, c'est pas du tout équivalent de jouer à GTA que de jouer aux Sims, que de jouer à un jeu de rôle massivement multijoueur. Enfin bon. En fait, ils n'ont même pas besoin d'y jouer. Parce que j'ai des souvenirs avec mon père et mon oncle. En fait, j'étais en train de jouer à un jeu, il fallait appuyer très vite sur un bouton pour réussir une épreuve. Vous avez quel âge, pardon, Sébastien? 30 ans. D'accord. Donc, ok. non, mais c'était juste pour savoir. J'appuyais très vite sur le bouton pour réussir une épreuve, et donc j'étais assis sur une pile de matelas, et j'y arrivais pas, parce que je mettais la manette sur le matelas, et l'élasticité faisait que ça ralentissait l'appui. Et là, mon père, qui regardait, m'a dit « mets la manette par terre ». J'ai mis la manette par terre, et j'ai réussi. Et ça m'a marqué. Il n'a pas joué. En fait, c'est juste que j'ai vu que ce qu'il connaissait du monde réel, de la manière dont on essaie d'appuyer vite sur un bouton, ça marchait mieux sur le sol que sur un matelas. Et ça m'a marqué, ça. Il n'avait même pas joué, mais c'est un souvenir très important. Et donc, prendre part au jeu permet de créer des liens avec les enfants et de créer ce genre de souvenirs avec eux. Oui, vous pensez aussi? C'est marrant, on voit bien au travers de cette expérience que même si cette expérience ne s'inscrit pas dans l'écran, mais avec le matériel, avec la manette, qu'il y a une trouvaille à un moment qui est en train de se passer. Et c'est ça qui délivre un petit peu la petite dose de sérotonine. Vous voyez, la petite dose de plaisir, c'est que très, très régulièrement, de manière très récurrente, que ce soit joué aux Sims, effectivement, ou à GTA, il y a toujours à un moment donné une surprise qui va faire que voilà, le programme est imprédictible, mais du coup, à chaque fois, j'arrive à trouver ce que je cherche. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais il se trouve que je l'ai trouvé. C'est assez paradoxal, mais voilà, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Hein, dans le langage du numérique, on utilise souvent ce terme. Voilà, on trouve des choses qu'on n'a pas cherchées. C'est assez paradoxal, mais du coup, effectivement, dans une perspective d'accompagnement d'un enfant qui est dans une forte dépendance, effectivement, il faut s'intéresser à ce qu'il cherche. Et si on veut qu'il décroche un petit peu, peut-être qu'il peut être intéressant d'essayer de désacraliser un petit peu raconter un peu la fin du film, vous voyez. C'est-à-dire, ouais, ce que tu cherches, bon, ben, finalement, voilà ce que ça va t'apporter, vous voyez. Et du coup, bon, là, on peut commencer à envisager des solutions de substitution, parce qu'évidemment, on renonce à rien. Quand on a une source de plaisir, on n'y renonce pas. De toute façon, il faut apporter un dédommagement. Mais bon, voilà, enfin, effectivement, s'intéresser aux jeux vidéo pour décrocher, ça me paraît être intéressant comme démarche. Donc s'intéresser, discuter. Oui, pour décrocher, mais pas seulement, pour critiquer aussi, pour pouvoir... c'est-à-dire que comme les jeux sont particulièrement investis par les enfants et les adolescents, si on a un discours très négatif d'emblée sans les connaître, c'est un peu disqualifiant, c'est un peu même... c'est pas très positif pour l'enfant, mais comprendre à quoi ça sert, s'intéresser aussi aux différentes façons de jouer. Est-ce qu'il joue seul? Est-ce qu'il joue avec des amis à côté de lui dans la même pièce? Est-ce qu'il joue en ligne avec des amis qu'il connaît? Est-ce qu'il joue en ligne avec des amis qu'il ne connaît pas? Est-ce que selon les situations, il joue dans ces contextes différents? C'est pas du tout pareil. L'expérience est différente. L'expérience même sociale est différente. Et ça éclaire. On a souvent une idée préconçue quand on ne connaît pas bien les jeux vidéo que ce serait potentiellement dangereux ou inquiétant. Après, quand on comprend mieux comment ça marche, eh ben, ça permet d'être un peu rassuré, puis aussi de pouvoir aussi critiquer, de dire quand même là les dessins ils sont un peu infantilisants, je sais pas. Enfin, ça permet aussi d'avoir un discours, ou alors de donner des conseils techniques, là, comme votre père qui vous dit, bah non, là, pour mieux jouer, là, il faudrait plutôt un support bien. Donc s'intéresser. Une autre question que je voulais vous poser, parce qu'on entend souvent peut-être un raccourci, moi je pense que c'est un raccourci, entre jeux vidéo et violence. Alors est-ce que les jeux vidéo, ça rend violent? Je vous regarde parce que... je sais ce que vous pensez, c'est pour ça. Je vais faire une réponse un peu, peut-être un peu péremptoire, mais non, définitivement non. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Ils peuvent en revanche exacerber une violence qui est déjà présente à l'intérieur du fait qu'on a vécu quelque chose qui a produit de la violence, mais les jeux vidéo en eux-mêmes ne rendent pas violents. C'est un vecteur. C'est-à-dire, je vais juste prendre cet exemple. En fait, le mécanisme de la violence, il est le suivant. On vit une situation en toute passivité qu'on subit. Par exemple, un enfant se retrouve chez le dentiste et il subit 3/4 d'heure de séance absolument abominable, et on le retrouve une semaine plus tard dans une cour de récréation en train de mettre un bâton dans la bouche d'un camarade.
Voilà, la séquence est en 2 temps, il était objet, il a vécu les choses passivement au temps 1 et au temps 2, il cherche à se retrouver à nouveau actif et à nouveau sujet de ce qu'il a de ce qu'il a autrefois, voilà, ressenti, subi. subi. Ouais. Ouais, subi. Et du coup, voilà, le mécanisme. Mais un enfant qui joue pendant plusieurs heures à tuer des gens dans les jeux vidéo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même qu'il a une certaine, il vit dans un climat de violence, ou c'est juste pour s'amuser, il n'a pas conscience de la vie, la mort? Non, en général, les jeunes, les adolescents, même les enfants assez grands, ils font bien la différence entre ce qui est du domaine du jeu et ce qui est du domaine de la réalité. C'est-à-dire qu'avant de jouer aux jeux vidéo, on pouvait jouer aux cow-boys, aux indiens dans la cour, dire pan, t'es mort. On savait bien que le copain n'était pas vraiment mort. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux vidéo qui ont des contenus violents, des contenus très violents, parfois même proches du gore, on pourrait dire. Ils sont quand même interdits au moins de 18 ans. Oui, mais ça, c'est des normes intéressantes à respecter d'ailleurs. On ne va pas proposer un jeu interdit au moins de 18 ans à un enfant de 6 ans, ce serait dommage. Mais les jeux vidéo dans l'ensemble, je pense qu'on dit ça parce qu'il y a des jeux avec des contenus violents. Après, ce qui peut entraîner en confusion, c'est que des fois, un joueur qui s'arrête de jouer, à qui on interdit de jouer, il peut être un peu irritable, il peut être un peu agressif, il peut manifester qu'il n'est pas content. C'est peut-être de la frustration parce qu'on lui a retiré son jeu. Parce que c'est de la frustration, mais de là à être atteint de folie meurtrière parce qu'on aurait trop joué à un jeu de tir, c'est un pur fantasme. Sébastien Aucoun, quand on parle de frustration, quand on retire le jeu vidéo. Quand on fait des tests, on fait jouer à des enfants pendant 1 heure, ils s'amusent, après on les arrête et on les met devant un chercheur qui leur pose des questions. Et eux, ils veulent continuer à jouer. Forcément, ils sont énervés. Oui, ils sont énervés, ça c'est sûr. Le numérique dès le plus jeune âge, qu'est-ce que vous en pensez? À quel âge, à votre avis, il faut commencer à mettre une tablette dans les mains des enfants? Parce que maintenant, c'est de plus en plus tôt. Et comme en plus c'est généralisé à l'école. Là-dessus, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le numérique, en fait, a tendance à saturer les canaux sensoriels. Et donc, c'est une expérience qui, lorsqu'elle est vécue précocement, des jeunes enfants se retrouvent dans un vécu qui est très corporel, en fait. Et du coup, tout est donné, en quelque sorte, et il n'y a plus rien à imaginer, il n'y a plus rien à fantasmer, il n'y a plus rien à produire sur la scène imaginaire. Ce qui fait que sur un plan purement psychique, en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est du temps qu'on leur vole, ni plus ni moins. Donc laissons les enfants, en tout cas le plus jeune âge, jouer avec des jouets et créer leur imagination. Vous êtes d'accord, Olivier Pleume ? Oui, et même au-delà des tablettes, il y a aussi la question de la télévision qui des fois sert de nounou pour des raisons concrètes, pratique, matérielles. On n'a pas le temps, mais c'est pas forcément une bonne idée. Je crois que globalement, tant qu'on n'a pas vraiment acquis le langage, qu'on n'a pas la capacité à pouvoir discuter des images qu'on regarde, c'est pas souhaitable. Et dans un premier temps, les regarder accompagnés justement pour apprendre à lire les images, pour apprendre à les décoder. Ça semble. Donc les jeux vidéo à partir de 6 ans et pas avant, c'est ça? Oui, c'est toujours difficile de donner un âge, parce que vous dites l'apprentissage de la lecture. Intuitivement, comme ça, 6 ans, ça me paraît pas. De savoir bien parler. Oui, tout à fait. Ouais. Donc un petit peu avant, mais ça dépend des jeux adaptés pour l'âge, évidemment, et accompagnés, je pense que c'est aussi. Pour participer, avoir la présence des parents. Oui, toujours accompagné. Il s'agit de pas les envahir, en fait, aussi avec GTA, par exemple, un jeu de moins de 18 ans, qu'on donnerait à un enfant de 6 ans, qu'est-ce que ça donne finalement? Ça procure énormément d'excitation, mais qui sont absolument pas psychisables pour cet enfant. Ce n'est que de l'excitation corporelle, et du coup, on se retrouve avec un enfant qui ne sait pas quoi en faire. Et c'est pas pour rien si on lit des contes aux enfants, si on lit le grand méchant loup, tout ça. C'est fait justement pour pouvoir donner une espèce de canevas pour accueillir leurs angoisses de manière adaptée. Vous voyez ? Donc il faut continuer les contes et la lecture, c'est très important. Alors quelle image avez-vous des jeux vidéo? C'est la question que nous sommes allés poser aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. On écoute leurs réponses et je vous fais réagir ensuite. C'est plutôt ludique. Après, c'est comme toute chose, faut en prendre avec modération parce que après on commence à rentrer dans une spirale plutôt négative et on fait que de jouer et ça peut devenir vite une drogue en fait. Ça dépend des jeux, ça dépend du temps qu'on y joue aussi parce que tous les jeux peuvent être sympathiques à pratiquer je pense mais
Mais après, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Ouais. Pour moi, c'est nocif et les enfants, même les grands, passent beaucoup trop de temps là-dessus. C'est ludique, mais ça peut aussi développer certains sens, une mémoire visuelle déjà, et puis une habileté. Ça peut être ludique, mais enfin, le problème, c'est que les jeunes sont trop là-dessus et se renferment sur des choses beaucoup plus valables. Avec la manette, justement, la dextérité des doigts, des choses comme ça. Et il y a des jeux maintenant aussi qui amènent à la réflexion, donc ça peut développer certaines compétences. Après, bien sûr, c'est comme toute bonne chose, il faut savoir jouer avec modération. Alors, jouer avec modération, il a bien raison, cet habitant. On va parler des bienfaits. On a vu que certains disaient, effectivement, on joue un peu sur la dextérité. Vous en pensez quoi, Sébastien Kuhn? Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Et je l'ai dit, hein, vous avez été un super player pour votre thèse. Quels sont les bienfaits des jeux vidéo? Alors, au niveau de la dextérité, on en acquiert une, c'est sûr. Mais ce que des super players expliquent, c'est qu'en fait, pour devenir super player, il ne faut pas avoir des réflexes incroyables. En fait, je vais utiliser une image, en gros, il faut être à peu près comme un Jedi. Et les Jedi voient tout légèrement en avance. Ça veut dire qu'il faut être capable de lire le jeu pour savoir ce qui va se passer quelques secondes avant que ça arrive, parce que les réflexes ne sont pas suffisants pour réagir. Donc, il faut pouvoir lire, prévoir, anticiper. Et ça demande d'intégrer un ensemble de paramètres et après, une fois qu'on a intégré ça consciemment, de l'intégrer dans l'automatisation pour pouvoir jouer en les suivant. Et surtout, ça apprend à affronter des difficultés. Et quand on réussit quelque chose de très difficile, comme par exemple devenir super player, on a tendance à affronter beaucoup mieux les autres difficultés qu'on en rencontre dans la vie. Donc effectivement, ça a un effet sur la vie réelle, sur la vraie vie. Ça peut avoir un effet sur la vie réelle. Ça a été votre cas, par exemple? Tout à fait. En fait, à l'origine, quand j'ai commencé à m'entraîner, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas interviewer de super players dans le cadre de ma thèse. Et donc, à partir de là, je me suis dit, je vais commencer à m'entraîner et voir ce que ça donne. Et en fait, pour moi, les super players, c'était des sortes de demi-dieux, des surhommes qui arrivaient à faire des choses incroyables et qu'en fait, je n'arriverais jamais à atteindre leur niveau. Et pendant mon entraînement, au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'atteignais le dernier niveau du jeu. Et donc, en fait, que c'était accessible. Et une fois qu'on arrive à faire ça, quand on se retrouve face à quelque chose de très difficile, comme par exemple, je sais pas moi, apprendre à faire du crochet pour offrir une peluche à une amie pour son anniversaire, avant d'être devenu super player, j'aurais dit non, c'est trop compliqué, je cherche autre chose, j'achète un cadeau. Et après, je me suis dit bon, allez, je vais apprendre. J'ai passé 2 mois et j'ai réussi, j'ai fait sa peluche au crochet. Voilà. Donc on gagne en ténacité alors. C'est ça. Ouais. Olivier Deprévost, vous êtes d'accord? Oui, ça permet de gagner effectivement d'acquérir des notions de persévérance, des notions d'entraide aussi. Des fois, il y a des jeux qui nécessitent effectivement de jouer à plusieurs en équipe. Je crois qu'on dit une guilde ou quelque chose comme ça, ou ça dépend des jeux, mais bon. Mais enfin oui, des notions comme ça de coopération. Le tout effectivement, même de socialisation pour la capacité à pouvoir jouer avec ses amis, ses vrais amis dans la vraie vie, mais s'ils habitent loin, ça peut être intéressant aussi de pouvoir être en contact avec eux. C'est l'avantage des nouvelles technologies. Il n'y a pas que des inconvénients. Après, comme le disent certains jeunes de ce micro-trottoir, tout dépend de l'intensité, tout dépend de l'investissement sur le jeu. Ce qui peut être une aide peut aussi devenir une entrave à un moment donné si on investit trop. Donc, ce qui peut ouvrir vers les autres peut renfermer sur soi-même. Ce qui peut aider à développer des compétences peut aussi appauvrir l'existence si on s'enferme dans une conduite qui est plus créative, mais qui est stéréotypée, répétitive. Donc pour résumer, les jeux vidéo, ça a du bon à consommer avec modération, comme disait ce téléspectateur. On va dire avec bon sens aussi. En fait, c'est pas tellement l'acte, c'est l'objectif qu'on poursuit en le faisant. Si c'est une fuite ou si on poursuit quelque chose qu'on veut réellement, un objectif qu'on veut réellement atteindre. En fait, il y a plusieurs manières de jouer à un même jeu. Et donc c'est une question d'attitude. Oui, il n'y a pas un jeu qui se joue de la même manière. Je me rappelle que le jeu des Sims, il n'y a absolument aucune règle. Et quand on demande à un enfant quelle est la règle dans les Sims, il y en a un qui va vous dire le but c'est d'aller le plus loin possible en dehors de la ville. L'autre va vous dire qu'il faut exercer tous les métiers. Voilà, vous allez retrouver une subjectivité
à chaque fois qui va s'exprimer dans le bien, jeu. Ça génère de l'imagination alors. Absolument, absolument. Merci en tout cas à vous trois d'être venus sur le plateau du 7-8 Société, nous parler des jeux vidéo. Et donc le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est le dialogue et le bon sens. Merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.